L'alignement de l'intelligence artificielle, garde-fou ultime. Doit-on mettre ce sujet à l'agenda de l'Europe pour se protéger de tous les dangers, les risques de l'IA? Pour en parler, Muriel Popa-Fabre est avec nous. Bonjour Muriel. Bonjour. Experte au Conseil de l'Europe, vous intervenez sur les questions de réglementation de l'IA et de protection des données. Également en plateau, Flavien Chervet, vous êtes prospectiviste, entrepreneur, directeur de l'innovation à l'IRI, qui est une école de management centrée sur ces questions d'innovation. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur l'intelligence artificielle. On va citer le dernier, Hello, une BD qui vient donc de sortir. Voilà, et vous avez participé à l'organisation d'un colloque au Sénat sur ce thème de faire de l'alignement de l'IA une opportunité industrielle européenne. À côté de vous, Benoît Rotembourg. Bonjour Benoît, Bonjour. Chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, INRIA, fondateur et directeur de l'équipe Regalia, qui est un projet qui se concentre sur la conception de méthodes de détection de biais et d'atteinte aux droits dans les algorithmes d'IA. Alors on peut préciser d'ailleurs aussi que INRIA maintenant est un pilier de l'INESIA, qui est un nouvel institut d'évaluation de sécurité des IA qui a été créé début 2025. Alors, on parle de quoi? On parle d'une proposition de résolution européenne sur l'alignement des intelligences artificielles en Europe qui a été déposée par la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, sénatrice de l'Aube. Elle a été envoyée donc à la Commission des affaires européennes du Sénat. L'objectif, c'est d'ériger cet alignement des IA en objectif stratégique pour l'Europe. J'aimerais déjà qu'on se mette d'accord sur une définition de ce qu'est l'alignement. J'ai présenté ça comme un garde-fou pour faire vite. Je pense qu'il y aurait des définitions bien plus précises que moi, Muriel. La question de la définition fait partie des problèmes à la fois technologiques et aussi dans l'option, dans l'hypothèse de travailler au niveau européen pour qu'il y ait un alignement sur la définition. Donc, vous voyez qu'on aligne. Ouais. Donc, c'est fondamentalement dû au fait que l'IA n'est pas simplement un objet technologique, mais aussi un objet culturel, et aussi un objet qui interface la vie, donc qui a un énorme impact sur la société et qui peut avoir un impact à grande échelle pour influencer la société. Et quand on dit impact à grande échelle, on pense tout de suite à impact aussi sur la démocratie, impact sur les relations sociales, impact sur la vision qu'ont les jeunes d'eux-mêmes. Et là, on pense à plein d'événements qui sont passés dans la dernière année, qui ont montré aussi ce visage, impact sur les droits de l'homme, notamment avec le traité international du Conseil de l'Europe qui se dédie uniquement à ça. Et donc, la définition, c'est vraiment très, très large. Ouais. En fait, c'est comment aligner l'intelligence artificielle à notre propre ligne éthique, finalement. À la fois individuelle et au niveau de la société. Ouais. Grosse ambition. Comment vous définiriez-vous la question de l'alignement, Benoît? Alors, je vais prendre la casquette métrologique, finalement. Comment mesurer qu'une IA est alignée par rapport à un ensemble de valeurs, même de textes de loi, ou de valeurs éthiques, disons, d'une entreprise, ou de valeurs individuelles. Alors, je ne veux pas voir ça, par exemple. Alors, je vais commencer par le négatif. C'est difficile de surveiller qu'une IA se comporte bien. Le sentiment qui se dégage, c'est qu'on savait que l'IA dérapait un peu. Là, on parle d'hallucination, on parle de faux positifs. C'est dommage qu'on vous dise que vous avez Alzheimer alors que vous ne l'avez pas, l'inverse. Donc on sent bien les faux positifs, on sent aussi tous ces problèmes d'empoisonnement, qu'on peut tordre une IA, déformer son comportement. Et avec l'IA générative, s'ajoutent de nouveaux problèmes, parce qu'elle nous est tellement familière, elle parle à nos gamins, elle nous parle à nous dans un langage presque de coach, parfois, en tout cas de conseiller, de compagnon, on dit, AI, companion, que du coup, observer qu'un compagnon se comporte bien dans un discours, un chatbot, dans toute une conversation, c'est extrêmement difficile. D'autant plus qu'il fait tout pour qu'on soit très content de ses réponses, puisqu'il est toujours d'accord avec nous. Une chercheuse du CNAM, Stéphane Héloïse Gras, disait « c'est une formidable machine à faire croire ». Ah oui. Alors, je suis un peu plus cynique qu'elle, et je dis « c'est comme enfiler un exosquelette fantastique qui vous donne un sentiment de puissance, mais qui a des fourmis dans les jambes. Et par moments, waouh, vous perdez pied. Et donc, c'est délicat. Et donc, ça demande de la mesure. Ça demande de vérifier que la ligne jaune, et malheureusement, ce n'est pas une ligne jaune. Vous n'avez pas la même, vos enfants n'ont pas les mêmes.
tel ou tel texte de loi n'a pas le même, comme des définitions. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une vidéo pédocriminelle ? Il faut une définition. Et donc, une fois qu'on a ces définitions, et c'est beaucoup de travail pour les juristes, les scientifiques peuvent essayer de voir si la ligne jaune est franchie. Donc moi, je suis plutôt sur le désalignement que sur l'alignement, mais il faut bien mesurer ce qu'on a envie de refuser ou d'accepter. Garder des deux côtés. Voilà. Flavien, vous avez conseillé la sénatrice sur le dépôt de cette proposition de résolution européenne sur l'alignement. Quelle est votre définition et comment qu'on peut s'en sortir justement sur une définition commune au niveau européen ? Alors, l'alignement, ça part de la technique, et techniquement, on a une définition qui est relativement claire, c'est faire en sorte qu'un système d'IA soit aligné avec les intentions de ses concepteurs. Ça peut être aligné avec quelque chose de très négatif pour la société si les concepteurs sont des terroristes. Eh oui. Donc, d'un point de vue technique, c'est en effet comment faire en sorte qu'un système d'IA puisse être contrôlé suffisamment bien. Et le problème se pose avec les chatbots, mais là où il devient beaucoup plus évident, c'est quand on a des systèmes qui travaillent en autonomie, ce qu'on appelle des agents IA, et on va de plus en plus vers ces systèmes qui, au lieu juste de donner une réponse, vont travailler tout seuls pendant un certain temps, et quand ils sont en environnement ouvert, il est très difficile de prévoir tout ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est la partie technique. Après, il y a évidemment une question sociétale. Même si on sait aligner des systèmes d'IA techniquement, et aujourd'hui on ne sait pas le faire, hein, soyons très honnêtes, mais si on savait le faire, une question se poserait, c'est aligner avec quoi ? Et en effet, là, il y a un débat de société, il y a un débat démocratique, il y a aussi une question qui est intéressante, c'est de se dire, est-ce qu'on peut imaginer plusieurs types d'alignement ? Un alignement sur la sécurité, un alignement sur l'emploi, un alignement sur l'éthique ? On peut avoir des systèmes d'IA qui sont alignés sur des types de valeurs différentes. Mais ces systèmes d'IA, aujourd'hui, sont à usage général. C'est plus des systèmes qui servent à une seule chose. Un ChatGPT, pour prendre l'exemple connu, ou un Mistral, pour prendre l'exemple français, c'est des systèmes qui peuvent servir dans tous les domaines que vous venez d'évoquer. Et donc, on a un sujet, c'est que, contrairement aux systèmes d'IA pré-IA génératif, qui étaient très spécifiques et restreints, aujourd'hui, l'alignement devient un problème généraliste. Comment on fait pour qu'un système d'IA qui peut faire plein de choses ne déborde pas sur un petit truc qu'on n'avait pas prévu, là où un utilisateur va l'utiliser pour quelque chose de complètement original. Donc, la question alignée avec quoi, pour moi, le problème qu'elle suppose, c'est de se dire, est-ce qu'on veut aligner l'IA avec des valeurs communes de société au risque de les lisser ? C'est ce qu'on fait aussi, par exemple, les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Mais on sait aussi que le problème des réseaux sociaux, c'est d'enfermer chacun dans sa bulle en fonction des cercles sur lesquels il est. Et donc, si on décide que l'alignement peut s'adapter à l'individu, à des groupes, etc., ce qu'on peut avoir envie de penser, c'est aussi tout d'un coup un sujet d'enfermement. Donc, quoi qu'on fasse de l'alignement, il risque d'exacerber ou le lissage de nos valeurs ou le surindividualisme et l'enfermement dans nos bulles. Donc là, il y a une ambiguïté de ce sujet et j'ai pas la réponse, mais c'est pour ça qu'on a voulu, avec le sénateur Vanina Paoli-Gagin, porter ça au niveau européen, en faire une proposition de résolution, travailler aussi avec le SGPI en France pour essayer de porter de l'investissement. Secrétaire général pour l'investissement. Tout à fait, oui. Pour porter des investissements industriels qui permettent en fait à un tissu de se mettre en place pour expérimenter, pour faire un peu ce qu'on appelle un moonshot. Aujourd'hui, le marché est très restreint pour proposer des solutions d'alignement à l'industrie, mais les systèmes d'IA devenant de plus en plus autonomes et de plus en plus puissants, ces solutions vont être de plus en plus attendues. Et donc, on se dit que d'ici 3 ans, ça sera un maillon assez stratégique dans la chaîne de valeur de l'IA, d'être capable d'aligner des systèmes d'IA et d'avoir et des technologies et une réflexion à la fois légale, éthique, philosophique, politique sur le sujet poussée. Ça sera un avantage concurrentiel. Donc, c'est vraiment ce double aspect qu'on a envie de développer, faire un pendant industriel à une réflexion politique. Moi, je suis partagée entre est-ce qu'on n'en parle pas un peu trop tôt ou un peu trop tard finalement, parce que ça me reprojette en fait dans la crise de 2023, novembre 2023, quand Sam Altman se fait sortir d'OpenAI pour se faire réintégrer quelques jours après. C'était justement sur cette question de l'alignement. On va dire que l'emblème, le grand responsable montré du doigt pour le départ de Sam Altman, c'est aussi celui qui, derrière, a créé une entreprise sur le super alignement. Donc, est-ce que nous, 2023, c'était quand même il y a 2 ans, on n'arrive pas un peu tard en se posant ces questions et déjà en Silicon Valley, on bosse dessus, ou est-ce qu'on n'est pas un peu tôt parce que finalement, on ne sait pas encore où tout ça va ? Les meilleurs aujourd'hui sont très clairement dans la Silicon Valley et la boîte la plus avancée au monde sur les technologies d'alignement des LLM, des systèmes d'IA à usage général, c'est Anthropic. C'est Anthropic, alors en termes de publication, il y a aussi DeepMind, il y a aussi OpenAI qui ont des travaux très avancés, mais Anthropic a un peu lancé vraiment la science de l'alignement vis-à-vis des systèmes d'IA modernes. Et la question en fait,
Donc ça veut dire que c'est déjà lancé. C'est déjà lancé, mais aujourd'hui, par rapport à la course à la performance, la course à l'alignement est très très restreinte. Donc on n'a pas besoin de la même surface financière pour jouer dans la même cour que ces géants-là. Vous voulez dire qu'on peut créer des géants sur l'alignement assez rapidement en Europe parce que ça ne demande pas autant de débauche et d'énergie vraiment physique d'argent. Moi, je pense que c'est exactement le bon moment. Parce qu'il y a une prise de conscience au niveau européen de la nécessité de convergence pour un nouveau marché européen et que l'Europe puisse devenir le barycentre de confiance globale sur l'échiquier digital international. Et moi, j'aimerais bien croire à ça, mais je me dis, comment est-ce qu'on peut incarner la confiance quand on n'est pas à la tête aujourd'hui des grandes entreprises d'IA ? Moi, je pense qu'il y a, dans la partie technologique, et parfois pas la plus chronophage. Et donc, je pense qu'on a déjà, depuis 2019, au Conseil de l'Europe, et de façon générale, même au niveau des standards industriels, un travail de fond sur comment les droits fondamentaux peuvent être évalués dans un système d'IA. Donc, quelque part, notre avance est étonnamment une avance qui est réglementaire, mais qui a déjà fait le passage du discours intellectuel et du travail dans les standards industriels sur qu'est-ce que c'est un standard socio-technique. Donc, cette alliance entre la préoccupation de l'impact sur un droit de l'homme, sur un droit fondamental européen, et la technique. Donc, je ne suis pas sûre qu'on soit si en retard que ça. Par contre, je suis certaine que la Chine a publié en octobre 2023 son premier standard industriel sur l'alignement de l'IA en Chine. Et il est extrêmement détaillé. Et il donne exactement les pourcentages de déviation qu'on peut avoir par rapport à une quinzaine de paramètres, parce la Chine s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un outil qui allait non seulement savait que c'était un outil persuasif, comme on le sait d'un point de vue technologique, mais aussi que c'était quelque chose qui pouvait avoir un impact sur l'information à grande échelle. Donc, la question de l'intégrité de l'information a tout de suite été le premier passage à l'acte dans la gouvernance de l'IA en Chine. Et quand vous entendez le mot alignement, donc j'ai l'impression que vous êtes en tout cas aligné sur l'importance que ça recouvre et le coup à jouer peut-être pour l'Europe. Mais quid du super alignement ? Est-ce que c'est la même notion ? Est-ce que c'est l'étape d'après ? Alors, c'est pas la même notion parce que... Benoît, oui. J'ai envie de faire un peu le vieux cynique là-dessus. Je crois que le terme super alignement, c'est quand même du marketing. Ouais. C'est de l'incantation, on va dire ça poliment. Voilà. Mais c'est mon point de vue. À l'inverse, je pense qu'un alignement par morceau, par cible, les droits fondamentaux, la non-manipulation, les droits du commerce, il n'y a pas que les droits fondamentaux aussi. Vous disiez la cybersécurité. Voilà. Ou le non, par exemple, est-ce qu'une IA peut être empoisonnée à travers le message? Est-ce qu'une IA peut trahir ses données d'entraînement? Toutes ces questions, mais il y en a beaucoup. Mais elle demande, pour être bien posée, elle demande de regarder le domaine aval sur lequel l'IA s'applique. Et auquel cas, ça fait déjà beaucoup de rails pour faire de l'alignement. Et moi, je pense aussi que c'est le bon moment, parce que beaucoup des premières promesses, c'est quand même 3 ans de ChatGPT maintenant. Et on nous disait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça va être vite corrigé, les petites hallucinations là. Non, ça n'est toujours pas corrigé. J'ai demandé votre âge à Grok, à ChatGPT et à Le Chat hier. J'ai eu quand même un écart de 3 ans. Sur votre âge. Oui. Et je vous dirai pas si. Comme j'ai pas votre âge. J'ai reçu un invité qui, lui, a été déclaré mort par toutes les intelligences artificielles génératives. Donc, vous voyez, il y a pire. Mais ça fait 3 ans qu'on nous promet que ces problèmes-là devraient être corrigés. Et donc, vous pouvez pas écouter des discours de la même personne qui vous promet quelque chose qui n'est pas tenu d'un côté et qui vous dit qu'il est en train de fabriquer un truc génial de l'autre. Donc, si on fait un petit peu attention, tout ça, c'est quand même des freins vers l'adoption. On peut voir le côté négatif. On va empêcher une IA de faire ça. Mais moi, je vois le côté positif. Tant qu'une IA n'est pas capable d'être fiable dans une vraie profession, pas pour un exposé de gamin de 3e. On se doute qu'il y a un taux d'erreur acceptable. Mais dans la vraie vie professionnelle, où un engagement commercial, ça engage l'entreprise. Un engagement de fiabilité, ça engage l'entreprise, etc., etc. Donc, où le faux positif coûte cher. En médical, voilà. Comme par hasard, ce sont tous les sujets que l'AI Act liste
comme endroits soit interdits, les manipulations subliminales, soit des endroits à haut risque. Oui. Et donc moi, je pense qu'on n'est pas du tout en retard. On essaye de poser, par risque décroissant, on essaye de poser des règles du jeu. Nous, Europe, on les prononce peut-être un peu vite, mais je ne pense pas que de l'autre côté, les IA aillent si vite que ça soit trop tard. D'accord. Je pense que c'est le bon moment. Mais ça reste pour l'Europe une approche par le risque, finalement. Pour l'Europe, oui. De poser cette question de l'alignement. Il y a quelque chose que Benoît disait, avec lequel je suis complètement d'accord, c'est que l'alignement est une opportunité parce qu'il va y avoir de plus en plus besoin d'alignement pour permettre l'adoption. Donc c'est une vraie opportunité industrielle. La traiter par le risque, c'est l'aspect légal, mais la traiter par l'opportunité, c'est l'aspect industriel. Et c'est ça aussi qu'on veut pousser avec cette résolution et travailler avec le SGPI. Pour revenir sur la question du super-alignement, je pense que c'est une notion très intéressante, en fait. On voit le développement très rapide des systèmes d'IA et sans jouer à l'anthropomorphisme en disant on va avoir des systèmes d'IA plus intelligents que les humains, c'est pas le même type d'intelligence, mais on va avoir des systèmes d'IA de plus en plus poussés, de plus en plus performants, et on va probablement dépasser un stade où il sera très difficile de comprendre comment fonctionne un système d'IA et même quel type de résultat il produit. C'est déjà le cas avec le problème de la boîte noire. C'est déjà le cas, parce que j'ai regardé dans les algorithmes. Aujourd'hui, on comprend relativement, on comprend pas le fonctionnement, mais on comprend relativement bien le résultat. Ouais. Il est probable qu'on aille vers des systèmes qui, d'une certaine façon, nous dépassent très grandement en termes de capacité brute, ce qui est logique. Le cerveau humain n'est pas du tout optimisé pour être extrêmement intelligent. On a évolué sous contrainte et donc on a un cerveau qui est extrêmement adapté à notre niche, mais qui n'a pas du tout toutes les capacités intellectuelles. Personne ici peut apprendre 50 langues, l'IA en connaît plus. Personne peut lire 1 million de mots en quelques secondes, l'IA peut. Donc on a des différences d'intelligence. Et donc on va avoir des systèmes qu'on pourra qualifier de super intelligents. Je pense qu'il faut assumer ce mot, c'est un mot fort, en France on n'aime pas ça, mais je pense qu'il faut l'assumer parce que on va être confronté à des objets mondes d'un nouveau type. Et le problème de ces systèmes, c'est que s'ils sont beaucoup plus capables que nous de tâches intellectuelles, ils seront par exemple beaucoup plus capables de manipulation. On voit déjà des comportements de manipulation ou des IA qui font semblant d'être alignés quand on les teste pour pas qu'on réduise leur capacité. Donc si un système est très très intelligent, on va dire, j'utilise le mot avec des guillemets, mais en tout cas très capable de résultats qui ont l'air d'être intelligents et qu'il est capable de manipuler, de faire semblant d'être aligné, etc., l'humain sera plus capable de valider qu'une IA est alignée. Et donc, c'est d'autres mécanismes qui doivent être mis en œuvre, et les recherches dans le super-alignement, c'est dire comment on crée des IA qui alignent d'autres IA. Et donc ça, c'est toute une branche de la recherche très sérieuse. C'est pas du tout, faut pas du tout le voir comme un fantasme. Aujourd'hui, on a déjà des systèmes d'IA qui servent à des systèmes d'IA, et demain, il nous faudra des systèmes d'IA de plus en plus poussés pour aligner d'autres systèmes d'IA. On se demande comment ça va bien se passer quand on dit ça. En effet, ça pose pas mal de questions. Mais il y a cette approche un peu en escalier. On a des systèmes d'IA de plus en plus performants qui alignent le grade juste au-dessus, jusqu'à ce qu'on ait des systèmes quasi super intelligents qui alignent des systèmes super intelligents. C'est l'idée. Là, c'est même plus la super intelligence dont vous parlez, c'est presque l'intelligence générale, alors qui est pour l'instant aussi encore dans le domaine du fantasme. Mais vous vouliez réagir? Moi, je rajouterais un élément d'infrastructure qui est important. C'est-à-dire que on s'approche à quelques mois de produits qu'on appelle personal intelligence, donc de l'intelligence personnelle, qui pourraient être en fait non plus déployés par plateforme, mais être déployés sur nos terminaux, sur nos téléphones, en local. Et ça, c'est vraiment fondamental pour comprendre combien cette question de l'alignement est urgente maintenant. Parce que ça veut dire qu'on va se retrouver sur des systèmes où il ne suffit pas de les tester une fois ou de continuer à les tester en tant que grande entreprise qui possède une énorme infrastructure. On aura besoin d'avoir un alignement qui est personnel. Et donc, ça sera extrêmement compliqué avec ces agents IA en local, de trouver le bon équilibre par rapport à prédire de quoi vous avez besoin. Donc, par exemple, que vous avez besoin d'une prédiction de trafic parce que vous allez à l'aéroport ou que vous avez besoin de ci, de ça. Donc, en fait, ce n'est pas simplement une question sur les droits, c'est une question sur le produit et c'est une question qui arrive de plus en plus près de l'individu, la question de l'alignement. Et de comment on va pouvoir, même dans une hypothèse réglementaire, même dans une hypothèse où ce chemin qui a commencé au Sénat arrive au niveau européen, comment on va se retrouver techniquement du fait de ce changement d'infrastructure qui est très positif pour l'Europe,
Parce que du coup, ça veut dire qu'on fait comme l'Afrique qui a sauté sur la téléphonie. Nous, on fait tout de suite nos petits modèles. Sur l'IA, petits modèles sur le téléphone. Et comment on va vraiment, concrètement, techniquement, pouvoir assurer cet alignement et non seulement protéger les citoyens européens, mais créer un bon produit pour les Européens, où les valeurs européennes et la culture, simplement les pratiques, les habitudes, comment je vais avoir la simulation interne par LLM à l'intérieur de mon système de recommandation qui est dans mon agent IA, qui va prédire la façon dont on voyage à Paris, la façon dont on passe d'un métro à un autre. Mais est-ce que ça veut dire que ça passera, Muriel, par une nouvelle réglementation, par des textes de loi? Parce que là, aujourd'hui, on parlait dans le débrief de l'actu de l'Omnibus Package qui vise à justement simplifier un petit peu toutes ces mesures autour du numérique au niveau européen. Si on rajoute une couche sur l'alignement, comment on fait ? Surtout comment on l'implémente. C'est notamment pour cette question. Il y avait un exemple industriel. Et qu'il faut que la partie légale soit juste là pour légitimer la capacité à lancer une industrie autour de la question de l'alignement. Donc, industrie, c'est-à-dire financement. Du financement pour qu'il y ait des startups qui se créent, pour que des entreprises puissent lancer des projets et qu'on ait par le bas, les choses qui se font réellement. Et une fois qu'on a l'écosystème, finalement, on peut commencer à écrire le texte. C'est ça que vous dites ? On se projette dans un univers où on a chacun un petit assistant IA pour certaines de nos tâches. Prenons l'exemple de la rédaction de curriculum vitae pour candidater à une offre d'emploi. Aux États-Unis, c'est massif. On parle de 40% des CV produits aujourd'hui via une assistance de type ChatGPT ou autre. Il faut dire que le CV, franchement... Bon. Voilà, oui, je vous suis. Allez. Mais c'est massif. Mais c'est massif. De l'autre côté, donc moi j'ai mon agent IA qui m'aide à faire mon CV. De l'autre côté, l'assistante RH qui me recrutera, peut-être, a elle-même son assistant IA qui trie. Qu'est-ce qu'on a montré que les assistants IA de ChatGPT favorisent les CV écrits par ChatGPT. Quelle horreur. Vous voyez ? Donc, c'est rien ça. C'est pas, je suis pas du tout en 2040. Ouais, c'est aujourd'hui. Et alors, je suis d'accord qu'on pourrait réfléchir à l'utilité du CV, hein. Ok, mais c'est facile quand on est vieux. Mais c'est un bon exemple. Voilà, mais quand on est jeune, on est démuni, on cherche des petits stages, on cherche des choses, on envoie un CV parce qu'il n'y a pas trop le choix. Donc, rien que ça, sur ce côté des IA entre elles. Donc, du coup, ça pose la question de mais mon IA à moi, quelle est-elle ? Comment se décrit-elle ? Est-elle alignée avec un ensemble de choses précises ? Et puis de l'autre côté, l'IA de celui qui veut m'employer, quelle est-elle et comment, etc. Vous voyez qu'on est dès qu'on est sur des agents qui se parlent, et ça, c'est en train d'arriver. Et on est vraiment, c'est vraiment le sujet majeur qu'on doit traiter, donc avec urgence. Moi, c'est ça que je retiens de nos échanges. Merci beaucoup à tous les trois. Muriel Popa-Fabre, experte au Conseil de l'Europe, Benoît Rothenbourg, chercheur dans l'équipe Regalia à INRIA, et Flavien Chervet, auteur et analyste en IA. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve très vite.